Allons-y. Suite et fin de cette application sur l'appareil de mesure de coefficient d'adhérence. On avait fait de la statique graphique sur papier. Alors cette fois-ci, on passe sur logiciel dans une esquisse. Bon là, c'est SolidWorks, une esquisse pilotante du système, réduite à sa plus simple expression, puisqu'on a les paramètres pilotants du mécanisme, notamment l'inclinaison alpha égale 45 degrés du levier 2 par rapport au bâti. On a les deux cercles qui vont matérialiser le disque 3, avec cette partie-là qui est la partie qui comporte l'échantillon à tester avec l'échantillon 1 lié au bâti qui est ici vertical. Donc on a un contact en C avec adhérence. Et puis sur cette partie-là, on a à ce niveau-là, hein, j'ai qu'à représenter ça d'ailleurs comme ça, à ce niveau-là, on a le, le poids de la masse 4 qui va se situer en partie inférieure, qu'on va modifier. Ici, on a le poids du disque 3, évidemment, puisque c'est un solide de révolution. Alors, ce que je propose, c'est de coter ça comme ça, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que là, on a, compte tenu de l'échelle que j'ai adoptée, échelle réelle pour les dimensions en millimètres, là, pour l'échelle des forces, on pourrait peut-être adopter, là j'ai 90 et 8 newtons, admettons 80, voilà, et ça c'est censé représenter 8 newtons. Donc si on écrit ça comme ça, P3, voilà, si ça vous parle, on aura P3 qui vaut 80 fois 0,1, donc ça traduira pour 80 mm 8 newtons. Du coup, pour la première partie, toute première question, on va pas la traiter ici, parce que c'était pas graphique du tout. Voilà. Donc là, on est sur 16 newtons, donc on part sur 160 dixièmes de newton en quelque sorte, et ça c'est pour P4. Voilà. J'avais fait un copier préalablement comme ça. J'ai juste à faire un coller. Et ce qu'on avait démontré à la question 1, c'est que lorsqu'on équilibrait le contrepoids Q qu'on pouvait régler sur le levier 2, le long du levier 2, si on s'assurait que le centre de gravité de la tige 2 avec le contrepoids Q était situé au point haut d'articulation avec le bâti 1, eh bien nécessairement on avait la direction de, de ceci, voilà, que je ne vais pas coter en pilotant. Je vais mettre une valeur arbitraire pour l'instant. Et puis ça, je vais la mettre en code piloté. D'accord? Je suis pas très doué là. Voilà. On va la mettre en code piloté. Je sais pas comment je me débrouille. Je sais pas. J'ai un petit trou. On va faire ça comme ça. Il y a plus rapide. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors ça c'est la cote A, et on va dire que c'est A de 2 sur 3. On isole le disque 3, toujours comme on le faisait. Voilà, ça va, calme-toi. Et on va écrire A de 2 sur 3. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc c'est une cote pilotée, ce qui signifie que en fait, la traduction de statique graphique que je vais faire après, sous la forme d'esquisse, eh bien, ça déterminera cette partie-là. Et ce qu'on avait montré aussi, c'est que si je dessine ça comme ça, le disque, lui, s'il venait à glisser du fait de la masse 4, eh bien, il pivoterait dans le sens anti-horaire par rapport au plan, et ça conduirait à un glissement comme ceci, un glissement dans ce sens-là. Ça, ce serait le vecteur glissement, en quelque sorte, si je devais l'indiquer. Ok. Euh, ok, est-ce que tout le monde est d'accord? Et ici, on aurait la composante normale de contact de 1 sur 3. Et le fait qu'on ait le vecteur glissement comme ceci, les lois de Coulomb, eh bien, font que, et puis c'est assez logique, l'expérience le montre, que si il doit y avoir glissement dans ce sens, il y a une composante tangentielle de résistance au glissement comme ça. Et donc, ce que l'on a, c'est on a une résultante de l'action de contact qui est comme ceci, inclinée d'un certain angle. Voilà. Alors, comme c'était juste pour présenter l'affaire, oui, pour présenter la composante normale, je vais la supprimer ici. Je vais supprimer ça pour maintenir juste cette partie-là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être définir, oui, c'est C de 1 sur 3. Donc C de 1 sur 3, on va coter tout en la laissant pilotante à ce niveau-là. Encore, je vais mettre ça par là. Et donc à ce niveau-là, hop, on va faire ça. Et puis, on va faire comme ceci, C de 1 sur 3.
on va la laisser piloter parce que pour l'instant on ne sait pas, on ne sait ni son intensité, ni sa position angulaire. Tiens, la position angulaire, on va d'ailleurs la définir comme ceci. Hop, cet angle-là, et cet angle-là, ça va être tout simplement en code piloté, puis je vais écrire phi égale. Voilà, voilà. Ça, c'est l'angle phi. Et évidemment, on va la laisser piloter, elle aussi. Pour l'instant, on ne sait rien. Donc, si on revient à notre isolement statique, on a le disque 3 qui est soumis à 4 actions mécaniques. Son poids, P3, qui vaut 8 newtons. À la limite du glissement, dans le cas de la question 2, on atteignait 16 newtons pour la masse 4, donc P4 égale 16 newtons. Et puis là, on ne sait pas, mais on connaît la direction de la tige qui tire pour empêcher le disque 3 de tomber. Donc c'est bien une force vers le haut, il n'y a pas la flèche, mais bon, on va l'imaginer. Et puis ici, il y a l'action de contact avec adhérence. S'il n'y avait pas de phénomène d'adhérence, une liaison ponctuelle parfaite, il y aurait uniquement la composante normale. Voilà, ça glisserait dès qu'on mettrait la moindre masse ici, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Alors on a 4 forces. Comment fait-on? Comme on l'avait fait en statique graphique, on peut constater que la force en A, hein, l'action du levier 2, sur le disque 3, est appliquée au même point A que le poids, évidemment. Hein, il y a l'action de la liaison pivot et aussi le poids P3. Et donc ces deux forces, on va pouvoir les additionner en faisant tout simplement comme ça. On va avoir une force qui va être comme ceci. Et pour la trouver avec précision, cette force-là, eh bien, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà. On va faire ça, hop, on va faire ça, et on va tout simplement dire que cette force-là, c'est l'addition de ces deux forces. Donc en fait, c'est la diagonale du parallélogramme. Hein. Et donc ce que je vais faire, c'est que ces deux forces, je vais les contraintes. Ah oui, j'ai sélectionné un point, donc ça va pas le faire. Donc comme ça, je vais dire parallèle égale. Et ça suffit déjà en fait. Hein. Je suis pas obligé de mettre les autres. Si, non, oui, non, si. Et non, c'est bon. Oui, non. Ce n'était pas un ni oui ni non. Donc là, on a cette force-là, et celle-ci, je vais pas forcément. Ouais, si, je vais peut-être l'indiquer pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit quand même. Alors là, j'ai pas prévu quoi que ce soit pour écrire, mais on va voir. Et donc là, c'est en quelque sorte A de 2 sur 3 plus, plus P3, tout simplement. P3 plus A de 2 sur 3 égale, et puis on va mettre fois 0,1 newton. Est-ce que ça parle? Et ça, évidemment, c'est toujours piloté. C'était juste pour indiquer de quoi il s'agissait, même si on le voit. En fait, cette force, c'est la somme des deux. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement pour ramener un système de forces qui est constitué de 4 forces à un système de 3, puisque 2 forces, même si elles sont partiellement connues, 2 forces appliquées en un même point peuvent être représentées par une seule force appliquée en ce même point. Si les forces n'avaient pas été appliquées au même point, on aurait pu faire la même chose, mais en définissant la nouvelle force comme étant exercée au point d'intersection des supports de force. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un glisseur. On peut faire glisser la force le long de sa droite support, hein, tout simplement. Et donc là, on est ramené à un système de 3 forces, ces 3 forces-là, 1, 2 et 3. Et du coup, on peut pratiquer, on peut traduire graphiquement par exemple, le théorème de la résultante statique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, par exemple, on va faire P3 plus P4. Oui, allons-y, hein, peu importe. Je vais faire P3 plus ensuite P4 plus cette force A. Oui, je peux faire les deux d'ailleurs. Hein. Je sais pas pourquoi je vais en faire que 3. Je peux faire ça, plus l'autre force, allons-y. Hein. C'était une représentation, on va voir pourquoi j'ai dessiné cette force-là. Voilà. Ce que je vais faire juste, hein, j'aime bien, moi, fixer ça de sorte à ce que l'esquisse apparaisse comme étant totalement contrainte. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. On est là-dessus. On reste là. Et à ce niveau-là, cette
cette force-là, alors je vais pas écrire ce que c'est pour gagner un petit peu de temps, on va dire que c'est égal à cette force-là, de comme elle était verticale, je vais juste mettre égal. Celle-ci, je vais dire qu'elle est égale à P4. Voilà, donc on a bien P3 plus P4, ça se constitue. Ça, on va dire que c'est cette force-là. Donc cette fois-ci, je vais mettre parallèle égal. Et enfin, on a celle-ci qui va être parallèle et égale à celle-là. Bon, j'espère que ça va pas faire quelque chose de catastrophique. Non, un petit peu, mais bon. Et donc là, ce que je vais faire, oh, j'ai décalé un point. Ah, catastrophe. Qu'est-ce que c'était que ce point? Ça devait être ce point-là. Ok, ça devait être ce point-là. Voilà, je suis en train de bricoler quelque chose. Ok, alors, ce point, on va le remettre un petit peu vers là pour que ça ait un petit peu de cohérence, hein. Ensuite, donc là, ce qu'on a traduit, en fait, c'est somme des forces égale 0. En quelque sorte, le triangle des forces, si on avait été amené à faire P3, hein, ça vous a pas échappé, P3 plus l'autre force, on aurait pu bricoler pour n'en faire que 3. Alors, il y a un théorème qu'on n'a pas traduit là par la statique graphique, c'est le fait que, justement, notre système de 3 forces, eh bien, euh, il puisse être traduit par le fait que si ces trois forces ne sont pas parallèles, elles sont concurrentes, je vais prolonger le support de la force P3 plus A en disant que ça c'est collinéaire, d'accord, pour prolonger un petit peu. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, cette force-là, P3 plus A, appliquée au point A, plus cette force-là, c'est de 1 sur 3, hein, l'action de contact ponctuel avec adhérence, et l'action extérieure P4, qui a à l'équilibre strict à la limite du glissement au point C, eh bien, a pour intensité 16 newtons, hein, pour le cas étudié. Eh bien, ces trois forces, hein, 4 forces, mais en fait, ça fait 2 plus 2, 2 plus 1, voilà, 1 en 2, et donc ça fait 3 forces, elles doivent se couper en un même point. Et donc ce point-là, en fait, c'est l'intersection de cette force-là et cette force-là. Donc je vais commencer par faire ça. Ces trois forces-là, hop, ces deux forces, pardon, je vais définir une contrainte d'intersection. Et là, ce qu'il va falloir, vous allez voir la magie. Là, vous voyez, c'est bleu, hein, c'est sous contraint, on le voit ici. La traduction du théorème du moment statique, c'est le fait que trois forces se coupent en un même point. Et là, ce qui manque, c'est celle-ci, en fait, qui doit passer par ce point-là. Et quand j'aurai fait ça, coïncidence, je ne pense pas. Une coïncidence, eh bien là, tout à coup, vous voyez que l'esquisse, alors elle n'est pas indiquée comme totalement contrainte. Bon, c'est juste parce qu'il faudrait que je sorte et que je revienne dans l'esquisse. Ça, c'est SolidWorks qui fait une espèce de petit bug entre guillemets, si on peut dire. Et donc, en tout cas, tout est totalement contraint. On voit que c'est noir et on obtient directement le résultat qu'on avait obtenu par la statique graphique sur papier, hein. Sans pouvoir faire ça, comme l'intersection, parce que là, ça s'est fait par contrainte en fait de coïncidence, de somme des forces égale 0, et SolidWorks propose une unique solution et il la trouve du premier coup. Alors si on obtient directement cet angle-là, alors si on était tenté d'avoir le coefficient d'adhérence, donc n'oubliez pas que ce qu'on cherchait, c'était l'intensité de A, ben vous voyez qu'on trouve, hein, on a 45,2 newtons, ça correspond à ce qu'on avait dû trouver sur papier à peu près, et ce qu'on peut faire, c'est même déterminer le coefficient d'adhérence. C'est-à-dire que là, ce que je peux faire en mettant fixe, je peux coter cette chose-là, cette bestiole-là, pour l'instant comme ça, et en disant que ça, cette cote-là, elle est égale à, si ça veut bien, vous allez peut-être pas voir ce que je vais écrire, comme ça enregistre la fenêtre, mais je vais écrire que c'est égal à la tangente, TAN, entre parenthèses, de cet angle phi. Je ferme la parenthèse, et quand je fais entrer, je valide, ça crée une équation en fait, et vous voyez que c'est 0,25. Pour la petite histoire, je peux faire ça comme ça, et on trouve bien que le coefficient d'adhérence minimal, c'est 0,25. Voilà, tout simplement. Alors, ce que l'on peut faire à 0,25, c'est la tangente de 14,04. Bon, ça, on l'avait trouvé aussi sur papier. Alors, la question 3, l'exercice consistait à vérifier graphiquement que si pour cet angle donné, là, que l'on voit ici, hein, que je vais faire comme ça, à la limite, je vais le représenter comme ceci, juste pour l'avoir.
Oui, voilà. Et puis je vais peut-être basculer en géométrie de construction. Et puis là, on a 14,04. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le coter en dur, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et je vais écrire 14,04. Parce que, oui, j'ai écrit 14,04. Non, 14,04, quoi. Ok, on va y arriver. L'erreur est humaine. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en réalité, là, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, modifier cette cote-là P4 de sorte, oui, de sorte à définir une intensité de 8 newtons, donc 80. Et si on fait ça, on voit que tout se constitue, et hormis cette valeur-là, mais je l'ai laissé exprès, euh, en fait, avec 8 newtons, on voit que la résultante de contact au point C, elle est située ici, et ça représente bien le cône de frottement, en fait, hein. Donc là, oui, je sais pas pourquoi ça a noté F, là, à cet endroit-là. C'est, c'est, ah oui, c'est curieux. Ça, c'était l'angle alpha, en fait. Alpha, voilà. J'avais écrit phi, mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est alpha. Et là, ce serait phi. Et on voit bien que cette résultante de contact, elle est strictement à l'intérieur du cône d'adhérence, hein, en tout cas pour le coefficient d'adhérence de 0,25, et donc le disque ne glisse pas lorsqu'on applique une masse de poids P4, 8 newtons. Voilà, il faut atteindre 16 newtons pour que ça glisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les 16 newtons, mais on va passer, alors vous avez peut-être pu remarquer la formulation de la question 4, qui était montrer que le le système, oui, je vais faire reconstruire. On va voir pourquoi. Et puis, ah, reconstruire. Oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, ce que j'ai fait, c'est pas bien d'ailleurs. En fait, j'avais prévu de faire une autre esquisse, parce que là j'ai l'esquisse pilotante et j'avais prévu de faire une esquisse statique. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, hein, franchement. Voilà, c'est plus propre hein, de faire une seconde esquisse, de laisser bien l'esquisse pilotante à part. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est, euh, pour montrer les choses, démontrer que c'était l'objet de la question, démontrer qu'en fait il y avait une limite de capacité de mesure de coefficient d'adhérence, et à savoir que de constater en le montrant que si on augmentait de manière assez importante le poids P4, eh bien on ne pouvait pas mesurer un coefficient d'adhérence atteignant un certain seuil. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ça, c'était très temporaire, je vais appeler ça phi, euh, et je vais augmenter petit à petit le poids P4 et voir un petit peu ce qui se passe. Voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple, je vais mettre 1000, c'est-à-dire 100 newtons. Et si on fait ça, alors ça fait forcément des efforts très importants. Donc je vais pas dézoomer pour voir. Et en faisant euh, ça comme ça, ah oui, en faisant ça comme ça, ce que l'on constate, c'est on atteint un angle phi 17,56 et un coefficient d'adhérence 0,32. Alors, en exagérant encore davantage, si je mets carrément, je ne sais pas moi, 10 000, c'est-à-dire 1000 newtons, donc on atteint 1000 décanewtons, 1000 newtons, pardon, on atteint quand même des proportions importantes, et à ce moment-là, si je fais reconstruire, on obtient un coefficient d'adhérence 0,33. Et en fait, on atteint, on observe un phénomène en réalité qu'on appelle un phénomène d'arc-boutement, c'est-à-dire que si on avait au contact entre le disque échantillon 3 et l'échantillon plan 1, ici, eh bien, un couple de matériaux qui présente un coefficient d'adhérence par exemple de 0,5, eh bien, on aurait un cône de frottement qui serait beaucoup plus élevé que celui-ci. Hein, bon, on va peut-être oublier ça. Et à ce moment-là, je vais supprimer ça. À ce moment-là, on n'aurait pas de glissement. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, on peut se rendre compte, on pourrait l'augmenter autant qu'on veut, P4, ça ne dépassera pas 18,34, c'est-à-dire l'équivalent à l'équilibre strict d'un coefficient d'adhérence 0,33. Donc pour 0,5, ça ne glisserait pas. Et cette valeur-là, en fait, elle dépend de l'angle alpha, parce que si pour alpha, là ça va bien tomber qu'on soit dans le, dans la même esquisse, si je mets 60 degrés, eh bien, on va voir que on va pas avoir 0,33, mais 0,57. Vous voyez. Donc, si on incline davantage, on pourrait mesurer un coefficient d'adhérence de 0,57. Alors, je vais revenir à 45 degrés et alors, sans l'écrire véritablement, voilà, je fais comme ça reconstruire
Et avec 45 degrés, voilà, on va mettre ça comme ça. Bon, c'est pas grave s'il veut le laisser comme ça. Bon, écoutez, on va laisser l'angle comme ça, on va pas embêter notre ami, ça revient au même. Et là, on a bien 0,33. Alors pourquoi 0,33? Parce qu'en réalité, si on observe la construction, et en ayant fait l'intersection des supports, on va le voir, on voit ici, si on observe ce triangle-là, qui est un triangle rectangle, hein, donc le triangle constitué de cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Voilà, je vais le faire comme ça on le verra bien. Ça, ça et ça, voilà. Et si on est là-dessus, je ne sais même pas si ça l'a fait, mais il s'en fout. Je fais ça comme ça, ok. Donc on a ce triangle-là, ok, là comme ça. Et si on est dans ce triangle-là, et puis celui-ci, eh bien, on va voir que, voilà, là, je sais pas si on le voit bien en bleu, ok. Dans ce triangle-là, en réalité, on a cette longueur-là qui vaut le grand rayon, le rayon grand R, qui vaut 120. Ok, cette distance-là, elle, vaut le petit rayon 60, qui est la moitié du premier. Ok, c'est-à-dire que à ce niveau-là, finalement, on a une fois, deux fois, trois fois le petit rayon, parce qu'on a 60 et 120, hein, tout simplement. Et eh bien, si on applique le théorème de Thalès dans ce triangle rectangle, eh bien, cette longueur-là sur cette longueur-là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais aboutir à quelque chose? Pourquoi je parle de cette longueur-là et cette longueur-là? Non, c'est pas forcément ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que à ce niveau-là, on a bien l'angle phi lorsqu'on est à l'équilibre strict. Et c'est le coefficient d'adhérence, c'est la tangente de cet angle-là. Et dans ce triangle, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et donc on a cette longueur-là divisée par 3 fois le petit rayon, ce que je viens d'indiquer là, la distance CD, qui vaut 3 fois petit r. L'angle ici, c'est l'angle alpha. D'ailleurs, là, ça tombe bien, j'ai qu'à le montrer comme ça. Là, on a bien l'angle alpha qui est ici. Et donc cet angle alpha, on le retrouve dans le triangle qui est là. Et ce triangle qui est là a un côté adjacent pour cet angle-là qui est 3 fois plus petit que celui-ci. Or, ça, le côté adjacent, et on a le même côté opposé. Donc ici, on a l'angle phi, ça, le côté opposé sur le côté adjacent qui vaut 3 fois petit r, et tangente alpha, l'angle d'inclinaison du levier 2, eh bien c'est ce même côté opposé, mais sur le petit rayon. Et c'est pour ça que ce qui était demandé dans l'exercice était de montrer que, eh bien en fait, quand on est à l'équilibre strict, on a f qui vaut tangente phi, qui vaut tangente alpha, le tout divisé par 3. Et il se trouve que la tangente de alpha, lorsque alpha vaut 45 degrés, c'est 1. Tangente de 45 degrés, c'est 1. Et là, on vérifie bien qu'on ne peut pas mesurer, enfin, en utilisant le système, on ne peut pas mesurer parce qu'il ne glissera pas, quel que soit le poids P4 imposé, eh bien, le disque ne glissera pas si le coefficient d'adhérence est supérieur à tangente alpha, le tout divisé par 3. Tangente alpha vaut 1, eh bien, un tiers on a 0,33. Donc si on prend 0,35, 0,4, 0,5 ou davantage, eh bien, on peut augmenter P3 autant que l'on veut, eh bien, ça ne glissera pas. Après, ce que l'on peut faire, c'est si on prévoit un système qui permet le réglage de alpha, eh bien opter par exemple pour un angle de 60 degrés. Et pour un angle de 60 degrés, on l'a vu, hein, j'en ai fait l'application tout à l'heure, hein, graphique, eh bien si on opte pour une inclinaison de levier de 60 degrés, à ce moment-là, on pourra mesurer en provoquant le glissement eh bien, un coefficient d'adhérence entre deux matériaux, dont le coefficient d'adhérence ira jusqu'à de 0, hein, jusqu'à 0,57. On n'est plus limité à 0,33. Et si on fait tangente de 60 degrés, eh bien, je ne sais pas ce que ça fait, mais vraisemblablement, ça fait 3 fois ça. Voilà. Ça doit faire 1,71, hein, si je calcule ça rapidement. Tangente de 60 degrés, vous vérifierez à peu près. Donc divisé par 3 égale 0,57. Et voilà pour cette application. N'est-ce pas sympathique tout ça? C'est quand même plus agréable de faire ça dans une esquisse parce qu'on peut se tromper, on peut refaire, on peut faire varier des cotes. Et voilà, le papier, ça n'est pas magique. On s'arrête là. À bientôt.